Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode numéro 32 du Fougou, le podcast magique un peu piquant. Une nouvelle fois, je vous accueille en compagnie de mon ami Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Toujours heureux de passer un moment avec vous. Qu'avons-nous au programme? On va une nouvelle fois vous parler d'un tour dont on ne parlera pas. On vous garde la surprise pour dans quelques secondes. On vous parlera des cahiers du mentalisme numéro 10 avec son dossier spécial sur les cartes de visite. Ensuite, on aura un échange qui nous permettra de parler d'un tour qui viendra juste après, mais sur l'importance d'avoir une bonne histoire, une bonne accroche, un bon prémisse, comme souvent on le dit en magie, pour pouvoir ensuite faire un bon tour. Et on enchaînera parce que je pense que c'est un bel exemple de comment rendre un tour plus impactant grâce aux prémices avec Reverse Logic de Joshua J. Avant de terminer cet épisode par un tour de Dead Rebel qui s'appelle Equalizer Chips, dont nous parlera Olivier puisque c'est lui qui me l'a fait découvrir. Tout de suite, on commence avec le tour dont on ne parlera pas. APE, Perception Experience de Craig Petty. Tu m'as d'ailleurs fait remarquer qu'il y avait un jeu de mots, puisque je n'avais pas ce jeu de mots dans le ape, qui veut dire singe. Et effectivement, ce tour dont on ne parlera pas fait intervenir un singe, puisque dans les faits, vous allez faire apparaître un singe. Alors, dit comme ça pourrait presque être intéressant comme tour de faire apparaître un singe. Mais là, clairement, on sent qu'on est arrivé au bout de l'inspiration pour Craig Petty. Alors, il est en train de poncer des trucs nuls pour nous vendre des trucs nuls. On est en train de racler les fonds de tiroir, là. Alors, vraiment, on est dans les fonds de tiroir. Donc déjà, le prémisse, on peut parler de prémisse parce que du coup, il y a un prémisse dans ce tour. C'est une vidéo qui date d'il y a 25 ans sur Internet où on voit des gens qui se passent un ballon de basket et on nous demande de compter le nombre de passes qui se font. Et pendant la vidéo, il y a un singe qui passe au milieu et bon, beaucoup de gens ne voient pas le singe parce qu'ils comptent les ballons. Ça, c'est le prémisse. Donc ça pourrait être un bon prémisse, hein, ceci dit. Mais le tour derrière, c'est vous sortez 3 cartes, vous montrez 3 cartes avec des ballons de basket dessinés dessus. Vous demandez aux gens de compter le nombre de ballons de basket. Ils en comptent 25 et vous leur dites super, vous avez trouvé 25 ballons de basket, vous êtes très très fort. Mais en fait, il fallait voir le singe. Vous l'avez pas vu le singe? Non, ils ont pas vu le singe. Et quand vous retournez les cartes, comme par magie, et oui, c'est le cas, c'est un tour de magie, il y a un singe qui est apparu sur les cartes. Autant vous dire que ce tour n'a ni queue ni tête, comme un singe en gros, et que vraiment pour le prix, vous pourriez faire 1000 fois d'autres choses que ça n'a aucun sens. N'achetez pas APE, faites autre chose. Pour le même prix, vous pourriez avoir un exemplaire des cahiers du mentalisme. Et il y aurait beaucoup plus de matière dedans, ça on vous le dit. Eh ben, tant qu'à parler des cahiers du mentalisme, Olivier, est-ce que tu peux nous parler de ce numéro 10 que tu as entre les mains et que tu as potassé pour nous aujourd'hui et nous expliquer ce que tu en as retiré? Les cahiers du mentalisme. Alors, quand même, un petit mot sur les cahiers du mentalisme, parce qu'on entre gentiment, on est déjà entré, mais bon, sur la 3e année de parution. Et je dois avouer que, au premier abord, j'ai pas été très enthousiasmé par le titre du dossier qui repose sur les cartes de visite. Je partais avec un avis assez négatif et je dois bien avouer que je me suis lourdement trompé. Pourquoi? Parce que si notre thème, c'est simplicité et histoire prémisse, eh bien, dans les cartes de visite, j'ai retrouvé la simplicité du mentalisme. Il y a pas que des cartes de visite, mais il y a aussi des cartes de visite. Je vais pas vous faire tout le sommaire de ce numéro, mais j'ai relevé quelques tours qui sont très simples. Alors, je vais commencer par le premier. Ça s'appelle Trouver le fou de Leslie Melville. Très rapidement, hein, ce sont avec des cartes de tarot, donc rien à voir avec les cartes de visite a priori, mais tu pourrais très bien employer ce système avec des cartes de visite et il s'agit pour le magicien de retrouver le fou. Tout l'intérêt de cette routine, la routine est intéressante, mais ce que j'ai trouvé encore plus intéressante, c'est le forçage qui est utilisé et qu'on doit à Ed Solomon.
Je t'explique un petit peu. Tu demandes à ton spectateur de choisir un nombre compris entre 1 et 7. Admettons qu'il dise 5. Tu comptes 5 cartes. Tu prends la suivante. Tu ramasses les cartes comptées, tu les remets sur ton jeu. Tu lui dis ensuite de choisir une carte. Alors bien sûr, il faut que ça soit justifié par ton histoire, mais ça, on y reviendra. Tu lui dis de choisir une carte entre 7 et 13. Il s'exécute, admettons qu'il choisisse 10. Tu comptes 10 cartes, tu prends la suivante, tu la poses sur la table. Ensuite, tu lui dis, bah écoute, cette fois, ce qu'on va faire une petite soustraction. Tu prends 10 moins 5, on compte 5 cartes, la suivante est posée sur la table, et après une addition, 10 plus 5, 15, et même procédé. La carte à forcer est facilement mise dans la position qui convient, et après, il n'y a plus qu'un choix équivoque à faire. Alors, rien que pour ce forçage que je ne connaissais pas, je vous recommande cette routine. Ensuite, j'ai découvert quelque chose, le principe de Fillman. Tu connais le principe de Fillman, Vincent ? Alors, je ne connais pas le principe de Fillman. C'est vraiment quelque chose sur lequel je n'ai aucune information. J'ai noté que ce principe, il est décrit dans une routine de Eric Pearson qui s'appelle le contact. Le principe de Fillman, peut-être que tu l'as déjà vu dans un petit tour qu'on peut acheter pour pas très cher, dans lequel tu as 4-5 cartes de couleur. Tu demandes à un spectateur de choisir une carte. Il la remet, donc toi tu es censé n'avoir rien vu. D'ailleurs, tu n'as rien vu, et au toucher, tu peux repérer la carte qu'il a sélectionnée. Et en fait, lorsque tu tiens la carte sur une des diagonales, tu sens soit une résistance dans la carte, soit tu n'en sens pas. Donc celle qui est différente des autres, tu sais que c'est celle qui a été choisie parce qu'elle a été retournée. Et ce principe de Fillman, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une manière de découper parce que dans les feuilles de papier, ou des feuilles cartonnées, il y a une trame, et ce qui fait que la manière dont tu vas découper ta carte fait que elle va présenter une résistance dans une des diagonales. La routine, elle est bien entendu, mais c'est surtout la découverte de ce principe que j'ignorais, parce que moi je croyais bêtement que ces cartes, à l'instar d'un drop de Badar, avaient été truquées, Doublé. quoi. Oui, exactement. Et puis une petite chose aurait été rajoutée, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, il y a une autre routine qui s'appelle Three's Company de Scott Creasy, qui repose sur le principe de Hummer, tu sais, les 3 objets. Ouais. Et là, encore une fois, donc c'est quelque chose qu'on connaît, mais l'avoir fait avec des chiffres, en demandant à la personne d'inscrire des chiffres sur des cartes de visite, de façon très naturelle, de prendre l'information totalement inaperçue, et d'ensuite demander à la personne de déplacer tout en justifiant tous tes mouvements. Je me suis dit, mais en fait, mais t'as besoin de pas grand-chose, quoi, pour réaliser un tour finalement très sympathique. Il y a une routine de Antoine Salambier qui s'appelle Unis pour la vie, qui est proposée. Et là, quand je l'ai lu, je me dis, mais bien entendu. C'est le fameux tour avec les cartes ESP. En fait, tu as tes 5 cartes de chaque côté, et tu dois épeler un premier mot en bougeant une carte du dessus en dessous, soit dans le premier tas, soit dans le deuxième tas. Tu peux alterner. Ensuite, les 2 cartes supérieures, tu les poses ensemble, tu continues avec le deuxième mot, ainsi de suite, et tu as 5 matchs. Bien là, c'est le même principe. Ça te permet, de façon impromptue, d'aller voir 5 couples, de leur faire mettre leur nom, de perdre les cartes, et grâce à la formule magique, de retrouver et de réunir les couples. Alors, ce qui était intéressant, et puis ça nous donne l'occasion de parler de ce magicien, il donne en référence, Antoine Salambier, le nom de Karl Hansen, un magicien belge qui a écrit à l'époque un petit livre qui a été édité chez Joker Deluxe. Ce petit livre, il s'appelle Manigance mentale. Je pense qu'il en reste encore quelques exemplaires. Voilà, c'est un livre qui est paru en Belgique en 88, en tout cas à compte d'auteur en 88, et qui a été repris en 98 chez Joker Deluxe.
pour la 2e édition. Pourquoi je te parle de Karl Hansen? Parce qu'il y a une petite anecdote. Alors bon, c'est pas lui qui était à l'origine de ce tour, parce qu'à l'origine de ce tour, c'est un certain Howard Adams, avec une routine qui s'appelle Tulefta. Je sais pas ce que ça veut dire Tulefta, donc ça serait lui qui aurait inventé ce principe. Karl Hansen, juste un petit mot, puisque c'est lui qui est cité, c'est un magicien belge, donc on l'a dit, qui s'appelle Lodewijk de Bever. Donc peut-être ça te dit rien, mais Non. sache que son frère, il s'appelle, il a le même nom de famille, hein, bien sûr, mais il s'appelle Maurice. M-A-U-R-I-C-E. Et Maurice, tu le connais forcément parce que son nom d'artiste, puisqu'il est aussi artiste, il l'écrit M-O-2-R-I-S, qui est le dessinateur de Lucky Luke. Mais oui. À la fin de son manigance mentale, alors, les gens qui auront le livre pourront le constater par eux-mêmes. Je te le montre à la caméra. Tu vois, c'est le dessin qui représente Karl Hansen. Et tu reconnais bien le style de Boris. Ouais. C'était un petit peu pour l'anecdote. On arrive au dernier tour que j'ai sélectionné pour vous dans les cahiers du mentalisme, qui s'appelle Pin Thing, et ce serait un tour de John Carey. On est sur un tour aussi qui est très simple, parce qu'il utilise encore des cartes de visite, puisque c'est le thème, sur lesquelles vous avez marqué une série de chiffres, de numéros. Vous en faites choisir un, et vous expliquez à votre spectateur que si on devait deviner son code PIN et le dévoiler à tout le monde, ça pourrait être embêtant. Donc, on va créer au hasard un code PIN. Donc, on lui laisse choisir une carte et il se concentre sur ces 2 chiffres. Mais évidemment, 2, c'est pas suffisant parce qu'un code PIN, c'est forcément 4 au minimum. Donc, on lui dit, écoute, tiens, prends le premier chiffre et tu vas ajouter 1, 2 ou 3. C'est toi qui choisis. Alors, dis-moi, tu ajoutes 2, ok, très bien. Et puis, sur le dernier, tiens, on va retrancher. Donc, tu vas retrancher 1, 2 ou 3. Et toi, tu es en mesure de lire dans son esprit et de pouvoir annoncer à tout le monde le code PIN auquel il est en train de penser. Ça, c'est aussi vraiment des petits tours très simples à réaliser avec pas grand-chose et qui fonctionnent très bien. Et je crois que c'est aussi l'esprit du mentalisme, de pouvoir venir juste avec une carte de visite. Les gens ont un peu peur souvent parce que qui dit carte de visite peut dire center tier. Oui. Et le center tier en mentalisme, j'ai un peu envie de le comparer à de l'empalmage en magie des cartes. C'est des choses qui rebutent un peu, donc on a tendance à prendre un portefeuille pour voler l'information, alors généralement un center tier, ça se fait assez bien, il y a beaucoup de techniques. Les cartes de visite, c'est pas que des center tiers, c'est aussi un petit support pour réaliser pas mal de petites routines sympas, impromptues. Et du coup, j'étais contente d'avoir lu ce numéro. Alors, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses intéressantes dedans, mais je vais pas vous faire tout le résumé du livre parce qu'on y serait encore demain matin. Personnellement, ça m'a apporté un nouvel éclairage, non seulement sur les cartes de visite, aussi sur le mentalisme, en restant simple et en mettant l'accent sur quelque chose que je pense tu vas vouloir développer, c'est-à-dire l'histoire. L'histoire, c'est à mon avis une des clés. Alors, c'est une des clés du mentalisme particulièrement parce que je pense qu'en mentalisme, ça a toujours été un parent pauvre de la magie au sens visuel. Dans la magie, il y a du visuel. Donc, on pourrait se contenter de faire des anneaux chinois en silence. On voit des anneaux, ça s'imbrique, ça se défait. C'est visuellement attractif, donc on pourrait se dire c'est au moins beau et en plus c'est impressionnant visuellement, donc ça suffit à lui-même, même si je pense que c'est une mauvaise façon de penser, même en magie. Mais en mentalisme, le problème c'est que la plupart de ce qu'on fait n'a pas de sens, n'a pas de prise avec le réel, ça se passe dans notre tête, ça se passe dans la tête des spectateurs, et donc on est obligé d'avoir une histoire à raconter pour que ça donne du corps à ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est un élément qui moi, m'a toujours un peu, j'ai envie de dire obnubilé, mais je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est toujours un élément qui m'a obligé à réfléchir à ce que je voulais faire en mentalisme, mais aussi en magie. Quelle histoire je raconte? Quel est l'élément que je vais mettre comme support de mon tour et qui n'est pas simplement je manipule et je raconte ce que je suis en train de faire, ce qui d'ailleurs est une des premières erreurs qu'on nous demande de ne pas faire en magie, c'est-à-dire nous commenter et nous auto-commenter. Mais dans les faits, je pense qu'il y a
avant ça, il y a encore un truc plus important, c'est effectivement l'histoire et j'ai envie de dire dans l'histoire le prémisse, c'est-à-dire ce que tu vas amener comme contexte au tour que tu vas générer, que tu vas ensuite faire, et comment est-ce que ce contexte, cette histoire, ce prémisse, il peut mettre les gens dans une bonne condition pour accepter de regarder un tour et accepter que tu utilises un certain nombre d'accessoires, que tu fasses un certain nombre de choses, que tu leur poses un certain nombre de questions. Si on prend le mentalisme, on va demander à quelqu'un, vas-y, pense à ton code PIN. Super, mais pourquoi tu penses à ton code PIN? Pourquoi je pense pas au chiffre du loto? Pourquoi je pense pas à n'importe quelle date de l'année? Pourquoi est-ce que je pense pas à n'importe quel chiffre dans pi? Oui. Voilà, dans les faits, pourquoi est-ce que tu me demandes de choisir mon code PIN? Alors, parce que la restriction, c'est 4 chiffres, mais dans les faits, il y a que nous qui sommes restreints à 4 chiffres. Si on est des mentalistes, on peut en avoir 12 des chiffres, 14, 25. Enfin, on n'est pas limité à 4. Il se trouve que notre méthode nous permet pas d'en trouver plus que 4. Mais, donc, on demande un code PIN. Mais pourquoi ne pas l'expliquer, ne pas le contextualiser? Ça amène à des gens qui vont potentiellement, alors la plupart des gens sont plutôt bienveillants, mais vouloir essayer de nous faire louper. Peut-être une petite anecdote là-dessus, mais il y a pas longtemps, pour l'anniversaire de mon beau-père, je décide de faire un tour avec des shakers à cocktail, un tour qui s'appelle Bane, un tour qui est édité par Alakazam et qui était un tour de Jamie Dawes. C'est une espèce de routine de Cluedo où on doit retrouver la personne qui a été empoisonnée et en gros c'est les spectateurs qui vont désigner qui est la personne qui a empoisonné et on va pouvoir le retrouver sans avoir à regarder ou poser particulièrement de questions. Le tour en lui-même est très très bien produit. Il y a une très belle routine qui a été construite. Le problème, c'est que l'ayant trop peu travaillé, je suis arrivé avec un prémisse qui était nul. Enfin, en tout cas, j'avais pas assez explicité pourquoi, comment, dans quel contexte on était. Et la personne que j'ai fait monter sur scène, en général, j'ai plutôt dû faire pour trouver les chieurs dans une assemblée. Mais la personne que je fais monter sur scène ce jour-là, qui me semblait absolument inoffensive, mais vraiment, ça semblait être une gentille personne, gentille femme qui allait normalement m'aider, a tout fait pour me faire louper et a tout fait louper. Mais vraiment, la routine n'a pas du tout marché. J'étais obligé d'arrêter en plein milieu parce que j'avais même pas de possibilité de sortie pour faire un truc à minima bien. J'ai tout arrêté sur cette routine-là et je passais à autre chose. Mais vraiment, je me suis rendu compte que quand on met pas suffisamment les formes, quand on fait pas rentrer les gens assez dans notre univers, du coup, on n'est qu'un énorme casse-tête qu'ils ont envie de résoudre ou de faire tomber par terre et d'envoyer chier. Et donc, ça peut vraiment nous mettre dans de mauvaises conditions de pas bien travailler sa mise en condition. On pourra appeler ça une mise en condition. Je pense que c'est un point important et c'est un point qu'on devrait plus prendre en considération quand on achète des tours aussi. Et si on revient un peu sur un peu notre gimmick à nous, le truc qu'on dit toujours, mais faites attention à ce que vous achetez, faites attention à pourquoi est-ce qu'il faut l'acheter, pourquoi est-ce qu'il faut pas l'acheter. Et je trouve que on vend trop de merde qui n'ont aucun prémisse, qui n'ont aucune histoire. Comme On a Ape. parlé de Au Ape à hasard. l'instant. Mais on aurait pu parler j'ai vu un tour avec des espèces de paquets de chewing-gum dans lesquels on fait apparaître des cartes. Il y a rien, il y a pas d'histoire, on peut raccrocher ça à rien. Alors oui, c'est flash, oui, vous allez le faire sur TikTok une fois et vous allez faire peut-être 2000 likes sur TikTok parce que vous aurez fait un truc et vous allez le jeter dans un tiroir et vous allez plus jamais rien faire parce que de toute façon, en dehors de la vidéo, ça sert à rien. Enfin, je me dis, mettre des fois 30, 40 balles dans des trucs comme ça, alors qu'on peut rien en faire, ça me met un peu hors de moi et je pense qu'il faut éduquer les gens à faire attention à ça. À côté, il y a des super routines qui sont vendues. On a parlé de tours, j'ai envie de dire hors antenne ou en tout cas hors enregistrement tous les deux, mais on a tous déjà expérimenté des trucs où on se dit putain, l'histoire elle est bien, la routine elle est bien, elle est crédible, les accessoires sont crédibles, il y a du sens, c'est justifié. J'en ai pris un ce soir. En tout cas, c'est un tour qui moi m'a beaucoup plu. Qui est un tour de Joshua J, qui est pas tout récent en fait. En vrai, il le fait depuis très longtemps, mais il est ressorti avec Vanishing Ink, qui s'appelle Reverse Logic. Pour moi, c'est un peu une masterclass de comment est-ce qu'on embarque les gens dans un tour qui, en soi, n'est pas si compliqué que ça. On a, avec
un tour. Alors c'est un tour qui contient plusieurs effets, un mini spectacle. Et donc Reverse Logic, déjà, c'est un tour qui joue sur 2 éléments, et c'est les 2 éléments du prémisse. Le premier, c'est que on pourrait potentiellement voyager dans le temps, mais que le voyage dans le temps, il aurait probablement des conséquences, parce que si on voyageait dans le temps, il y aurait des choses qui potentiellement ne se sont pas passées encore, et qu'on verrait, et quand on reviendrait, elles seraient pas encore passées, mais on le saurait. Donc ça pourrait avoir des conséquences pour nous. Et le deuxième, c'est que en magie, on peut voyager dans le temps, mais du coup, ça donne des éléments illogiques, et ça fait faire des tours qui ne ressemblent pas à un tour normal. Donc il nous dit, on va faire un tour de magie qui voyage dans le temps, mais on va commencer par la fin. Et comme on veut pas être embêté par le temps, on va isoler le temps. Il décroche sa montre de son poignet, il la met dans un foulard, et ce foulard, il le met dans un verre au milieu de la scène. Sur une table au milieu de la scène. Il prend un jeu de cartes et il dit, dans un tour de magie classique, on commence par faire choisir une carte, puis on la mélange à l'intérieur, puis le magicien la retrouve. Et on va faire la même chose, mais à l'envers. Et donc je vais retrouver votre carte, que vous avez toujours pas choisie. Il regarde le jeu sans le montrer au spectateur, il sort une carte sans la montrer au spectateur, et il la pose, toujours face cachée, contre le pied du verre. Et la carte est devant tout le monde, donc il y a le verre avec la montre à l'intérieur, et la carte posée le long. Et il dit, maintenant que j'ai retrouvé votre carte, vous allez la choisir. Ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. On fait les choses à l'envers. Et donc, la personne choisit une carte dans le jeu avec un effeuillage. Donc, il effeuille le jeu, et il dit à la personne, allez-y, choisissez, dites-moi stop quand vous voulez. Hop, il lui montre la carte sur laquelle il s'est arrêté, et il dit, maintenant que vous avez choisi une carte, mélangez le jeu. La personne, une fois qu'elle a mélangé le jeu, il lui dit, vous avez mélangé le jeu, vous avez choisi une carte, je l'avais déjà retrouvée. Ça paraît bizarre, mais je l'avais déjà retrouvée. Regardez dans le jeu s'il y a votre carte. Et donc la personne étale le jeu, et elle regarde toutes les cartes, et arrivé au bout du jeu, il n'y a pas sa carte. Sa carte a disparu du jeu. Il dit, c'est normal, puisque votre carte, elle est contre le verre, en fait. Depuis le début, je l'avais trouvée avant que vous la choisissiez. Et donc, il va contre le verre, il prend la carte, il demande à la personne quelle est sa carte, et quand il la retourne, c'est la carte du spectateur. Il reprend le jeu de cartes, et il dit, en se rapprochant du verre, vous vous souvenez de la montre qui était dans le verre. Donc tout le monde se souvient de la montre qui était dans le verre, et il prend le verre, il sort le foulard, et en sortant le foulard, on se rend compte que la montre a disparu du foulard, et à ce moment-là, il révèle que la montre est à nouveau à son poignet, et la montre est effectivement à nouveau à son poignet, et il dit, mais si on était vraiment remonté dans le temps, la montre est revenue à mon poignet, mais le jeu devrait être comme il était au départ, c'est-à-dire dans l'ordre, de l'as au roi, pour toutes les valeurs, puisqu'il avait montré que le jeu était rangé dans l'ordre au tout début. Et donc il pose le jeu dans le verre, il passe le foulard par-dessus le verre, et au moment où le foulard sort de dessus le verre, le jeu est revenu dans l'ordre normal, de l'as au roi, pour toutes les familles, alors qu'il avait été mélangé juste avant. Voilà Reverse Logic. Donc on est parti d'un état, on a fait tout un tour à l'envers, et on est revenu à l'état initial, à savoir le jeu dans l'ordre, la montre au poignet, et les spectateurs sont impressionnés. Donc le tour en lui-même, il y a beaucoup de choses. Rien que l'explication permet de se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de climax, il y a beaucoup de gags, il y a beaucoup de choses à raconter, donc c'est plutôt très bien. Et le truc qui est vraiment bien, c'est que le tour est livré, j'ai envie de dire complet. Complet au sens où vous avez un foulard spécialement conçu pour l'occasion, vous en doutez. Vous avez une montre spécialement conçue pour l'occasion aussi. Vous avez en réalité non pas un, mais 2 jeux spécialement conçus pour l'occasion. Et un accessoire qui vous permet de réaliser le tour dans son intégralité. La seule chose qui reste, une fois que vous avez l'ensemble de ce matériel à disposition à mettre en place, c'est un verre à vin, puisqu'il utilise un verre à pied, que vous pouvez prendre à partir du moment où il peut contenir un paquet de cartes à l'intérieur, puisqu'il faut que vous puissiez mettre le paquet de cartes dans le verre à vin pour faire le passage où le jeu passe de
désordre à ordre en simplement passant un foulard par-dessus. En fait, dans dans ce que tu viens de raconter, on s'aperçoit, que c'est l'histoire qui va captiver les gens. Mmh. Plutôt que de: «Choisissez une carte, je l'ai retrouvée. Regardez, j'ai mis ma montre là, elle a disparu». Il y a dans l'esprit de la routine tout un cheminement, une logique et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est reverse logic, qui fait que les gens vont certainement se laisser emporter par l'histoire et certainement passer à côté de certains illogismes aussi parce que il me semble que dans ce que tu as décrit, il y avait quand même une chose un peu illogique, c'est-à-dire, je comprends qu'ils fassent choisir et qu'ils disent: «Bon, bah, je vais choisir la carte, je vais la poser là, c'est celle que vous allez choisir dans un instant», mais Mmh. en même temps, il peut pas la choisir vu qu'elle était déjà hors du paquet. C'est le petit côté illogique. J'imagine que les gens, sur le moment, comme ils sont transportés dans l'histoire, ils n'y font pas trop attention. Parce que moi, lorsque j'ai vu cette routine la première fois, je n'y ai pas fait attention. Là, avec le recul et sachant, où il allait en venir et quand tu me l'as raconté à nouveau, je me suis dit: «Bon, là, il y a un petit truc qui est illogique». Mais oui, c'est tout l'intérêt effectivement de raconter une histoire et comme on disait tout à l'heure, hors antenne, c'est que arriver avec un jeu de cartes et dire aux gens: «Bah tiens, choisis une carte», bah oui, ça te met un peu dans la position de la dame dont tu parlais qui, n'a pas forcément envie de rentrer dans le jeu et d'être, ton complice. Et elle a pas de raison d'être, mon complice. Elle a aucune, raison de se plier à un jeu absurde, de se mettre dans la peau de quelqu'un qui va empoisonner quelqu'un. Enfin, parce qu'on lui a pas présenté le sujet et on lui a pas expliqué, suffisamment, pourquoi c'était important, en fait. Et elle s'est pas sentie impliquée. Quand tu es pas impliqué, ben, tu t'investis moins, tu entres pas dans le jeu, quoi, c'est ça. Et tu peux être plus défiant et du coup, devenir un peu chiant pour le magicien, qui lui a besoin de gens qui sont pas défiants. Et c'est vrai parce que j'ai souvent entendu dire, j'ai pas d'exemple en tête, mais que quand tu as un spectateur un peu récalcitrant, autant en faire ton allié, en le faisant participer, en le valorisant. Ce qui fait que si au début il avait envie de te casser les pieds, comme il se retrouve valorisé, et quelque part ton complice, il va plus facilement, jouer le jeu et du coup, c'est une C'est manière une de te le mettre réalité. dans la poche, quoi. C'est ça. C'est une réalité que quand les gens sont impliqués, ils sont plus faciles à emmener avec toi, à embarquer, ou au moins tu les as identifiés et tu sais que tu vas pas leur donner des trucs qui vont te mettre dans des situations compliquées. En fait, c'est vrai dans la magie comme dans la vie, ordinaire. J'ai des souvenirs de personnes, qui me racontaient leur jeunesse, donc c'est des gens plus âgés que moi et qui me disaient, dans les bals de l'époque, il y avait toujours des bandes et ça se finissait souvent en bagarre et du coup, un jour, il y en a un qui a eu l'idée de dire: «Beh, si on faisait, assurer le service de sécurité par cette fameuse bande qui faisait un peu régner la terreur, dans le village», et en fait, ils se sont retrouvés à faire la sécurité et il y a ça s'est jamais mieux passé que quand c'est eux qui assuraient la sécurité et donc en fait, en magie, c'est exactement la même chose, quoi. Tu prends le trouble fait et tu le mets en avant. C'est ça et tu lui dis: «Vas-y, maintenant tu vas faire des trucs, tu vas être bien, tu vas être au centre de l'attention». Souvent c'est ça, hein. C'est le Ouais. besoin d'être au centre de l'attention aussi, c'est le besoin de se dire: «Ah oui, bah, tu pas la seule vedette, toi aussi, je vais prendre ma part de vedette, dans le truc». D'où l'importance aussi d'essayer d'être humble et d'essayer d'avoir en tout cas le moins de situations possibles où c'est toi qui es le centre de l'attention. Plus c'est les autres qui sont le centre de l'attention et plus ça veut dire que les gens vont pas se dire ah je vais essayer de lui prendre en fait, de lui prendre cette attention que tu n'as pas du coup à ce moment-là. Ah bah, en tout cas, moi je sais que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à faire un tour si j'ai pas réfléchi, si j'ai pas contextualisé, si j'ai pas donné une raison de faire exister les accessoires que je vais utiliser en fait. Parce que je trouve que trop souvent on a des accessoires, même quand on essaye d'avoir des accessoires dits organiques, que les accessoires dits organiques sont souvent très factices et ils ont rien à foutre là et ils ont pas de raison d'être, ils ont pas de sens et donc
potentiellement pourquoi est-ce que c'est là, pourquoi est-ce que ça fait ça. Pour donner un exemple, ça s'éloigne de reverse logic, mais je pense qu'on en a parlé, on pourra revenir sur les points forts et les points faibles, mais je demande souvent aux gens, avant de faire n'importe quoi en mentalisme, je leur demande de m'écrire un mot qui représente un de leurs rêves sur une carte de visite, Mhm. de manière à ce que je le mette dans mon portefeuille. Et en fait, moi, ça me permet, vous l'aurez compris, de le piquer et de pouvoir le révéler plus tard. Mais dans les faits, je leur présente jamais comme ça. Je leur présente toujours en leur expliquant que je fais de la magie de manière amateur. Et donc, je ne me fais pas payer pour faire de la magie, jamais. Et que la seule chose que je demande aux gens, c'est de me partager un bout de leur rêve. Et ensuite, on fera ce que vous voulez. Je vous montrerai plein de trucs si vous voulez. Mais ça, je le garde pour moi. C'est mon petit truc que vous m'offrez pour ce soir. Et en fait, à la fin, je leur révèle leur rêve ou je leur demande si j'ai le droit de le faire. Parce que parfois, j'ai eu des mots qui étaient un peu compliqués sur certaines cartes. Donc, souvent, je demande à la personne, bah, du coup, on a terminé tout ce qu'on avait à faire. Tu m'as partagé un de tes rêves tout à l'heure. En tout cas, tu m'as offert un de tes rêves tout à l'heure. Est-ce que ça dérange si on essaye de le retrouver et si je le révèle aux gens autour. Donc si la personne me dit non, en général, du coup, on peut le faire et c'est assez marrant de pouvoir le faire. Et sinon, du coup, dans mon portefeuille, j'ai toujours une carte avec le rêve de quelqu'un. Ce qui fait que à chaque fois que je rencontre des gens, je leur dis, bah voilà, ça c'est le dernier rêve que j'ai eu. Et du coup, je le range et je leur dis, ça va être le vôtre qui va prendre sa place. Et j'ai une raison de faire écrire un rêve sur une carte de visite et de le mettre dans mon portefeuille. Ça arrive pas juste pour le plaisir, tu vois, c'est pas juste écris-moi un rêve, hop, je le mets dans mon portefeuille, ah, je l'ai deviné. C'est drôle ce que tu dis parce que, alors j'ai un doute, j'arrive plus à le retrouver et puis peut-être c'était un passage qui m'avait un peu moins marqué, mais justement dans les cartes de visite, il me semble que j'ai lu dans les cahiers du mentalisme, mais je peux me tromper, c'était peut-être ailleurs, que justement dans une des descriptions, le magicien, il disait que il faisait écrire des choses et il les collectionnait et que il était même pour certaines routines, amené à reprendre des mots qui avaient été écrits par d'autres personnes et qui se constituaient une petite réserve de cartes de visite avec des mots écrits par différentes personnes. Donc, ça me rappelle ce que tu viens de dire et ça le justifie pleinement, oui, tout à fait. Réfléchir à pourquoi on fait les choses et donner du sens à ce qu'on fait, je pense que c'est la meilleure façon de faire quelque chose qui va marquer les gens en plus, parce que souvent les gens se souviennent de ce genre de truc où il y a du sens pour eux. C'est quelque chose dont on avait parlé quand j'ai eu la chance de faire une visio avec Mark Elsdon, le mentaliste anglais, qui a écrit le livre Unlock notamment. Et il parle beaucoup des prémices, de comment est-ce qu'on introduit un tour, et il accorde une importance particulière à ça. Et d'ailleurs, on avait eu l'occasion justement de parler de ce sujet. Je lui avais offert, entre guillemets, un sujet sur lequel il aurait pu construire quelque chose. Il m'a dit que c'était gentil à moi d'avoir pensé à ça. Je sais pas s'il l'a utilisé un jour, mais c'est un sujet que j'ai toujours voulu introduire dans les tours. J'ai un tour dans lequel j'en parle. C'est un sujet que j'avais découvert quand je faisais mes études de bio, qui est l'existence de ce qu'on appelle les cellules totipotentes. Les cellules totipotentes, c'est quoi? Ce sont des cellules qui sont dans l'embryon. Et en fait, ce sont des cellules qui peuvent devenir n'importe quelle partie du corps. En fait, elles n'ont pas de destination officielle, donc ça peut devenir aussi bien un œil qu'un doigt, que du foie, que du poumon. Et du coup, je disais, l'existence de ce type de cellules, ça peut être le prémisse pour dire qu'on a réussi à un moment donné à activer les cellules totipotentes qui sont dans nos doigts pour pouvoir voir avec les doigts. Et c'est le début de, par exemple, une routine que font certaines personnes où on peut voir, par exemple, les cartes rouges ou cartes noires dans un jeu, par exemple. Séparer les cartes rouges et cartes noires d'un jeu sans les regarder. Et du coup, on amène un truc, on amène un élément et on justifie de pourquoi est-ce qu'on voit avec les doigts, juste autrement que de dire je vois avec mes doigts. Ouais, comme ça se fait souvent. Ouais, avec mes doigts, je ressens le rouge et le noir. Mais au fond, qu'est-ce qui justifie vraiment? Alors là que tu tiens peut-être une piste qui, même si elle n'est pas vraie, pourrait l'être. C'est ça, tu peux amener un élément de réflexion en disant bah ouais, en fait, peut-être que on a découvert des trucs. Et quand ils vont aller chercher cellules totipotentes sur Wikipédia, ils trouveront un article dessus parce que ça existe vraiment. C'est un truc qui a du sens. Donc même le mec qui veut te faire chier sur le moment et qui va aller sur Google taper cellules totipotentes, il aura une explication vraie sous les yeux en fait. L'importance du prémisse, l'importance de raconter de belles histoires, et Reverse Logic pour moi est une très très belle routine pour ça, très bien construite. Si je dois faire un petit coup de gueule, j'ai envie de dire, sur Reverse Logic, c'est un tour qui est pas donné du tout.
Très clairement, hein, je crois que c'est 120 €. Alors il y a beaucoup de matériel hein, dans la boîte. Ils ont fait l'économie de mettre un verre à pied dans le set, qui est un accessoire indispensable pour réaliser le tour. Je trouve ça petit bras d'avoir fait l'économie de mettre un verre à pied, sachant que Joshua Jay a sorti un verre à pied avec un pied démontable qui existe donc dans son set d'accessoires qu'il vend à côté. Et ils auraient très bien pu l'inclure dedans. Ça aurait vraiment fait un pack complet avec du coup rien à rajouter à côté. Bon, il se trouve que c'est pas non plus très dur de trouver un verre à vin, même en allant chez Ikea, on va en trouver. Mais si tu le produis quelque part, tu vas en trouver facilement. Tu vas en trouver, exactement. Alors après, il faut trouver un verre à vin qui peut contenir un paquet de cartes. C'est pas toujours évident. Tous les verres à vin ne sont pas capables d'accepter en largeur un paquet de cartes. Sinon, ça reste un excellent tour. Tout le matériel est de très très bonne qualité. Le foulard est vraiment très bien. J'ai d'autres foulards que j'ai achetés beaucoup plus cher, enfin pas plus cher que le tour en entier, mais plus cher que ce que ça pourrait valoir. Et ce foulard-là est vraiment très très bien conçu. Donc vraiment, c'est un très bon produit. La montre est de très bonne qualité. Les accessoires qui sont fournis valent tout à fait ce prix-là. Si on devait refaire ça en achetant des accessoires à côté, on serait à mon avis pas très loin d'atteindre ce montant-là. C'est un tour, il faut le savoir, qui coûte un peu cher. Je vois la présentation, je vois comment il le fait. Ça me semblait une vidéo qui était plus axée salon. Est-ce que c'est faisable en close-up? Est-ce que c'est faisable en close-up? Oui, mais pas entouré, très clairement. Oui. On a besoin d'avoir un angle, on va dire 180 degrés, ça marche, mais des gens derrière, ça marche plus. Donc de toute façon, ça laisse quand même. Il te faut une table. Voilà, il faut une table. Donc j'ai envie de dire la bonne configuration, c'est la configuration salon. C'est possible de le faire sur scène en faisant monter un spectateur aussi. En close-up, il faut être bon, mais il y a plein de moyens de le faire, à mon avis, en close-up. Il faut cleaner un peu la table. C'est pas impossible à faire en close-up, bien au contraire. J'imagine que tu as choisi ce tour vraiment pour illustrer l'idée de l'importance de l'histoire. Il y a de très très bons conseils dans les vidéos d'explication, notamment un conseil qui peut paraître idiot, mais plus je le réécoute et plus je me dis que c'est important. C'est un conseil sur notamment l'introduction. Joshua Jay parle du début de la routine, et dans le début de la routine, il sort le foulard du verre et il met sa montre à l'intérieur du foulard. Et il montre en fait deux façons de le faire. La façon dont le ferait un magicien de manière assez classique, c'est-à-dire qu'il t'expliquerait qu'il va isoler sa montre pour isoler le temps. Et du coup, une fois qu'il t'aurait expliqué ça, il irait dans le verre, il prendrait le foulard, il plierait le foulard pour faire une poche, il enlèverait sa montre et mettrait la montre dedans. Et il dit, quand tu fais ça, bah en fait, le moment où tu plies le foulard, au moment où tu mets ta montre dedans, les gens, ils ne font que regarder le foulard et la montre. Donc si tu fais le moindre faux mouvement, le moindre geste un peu suspect, tu vas être vu forcément. Oui, parce que l'attention est focalisée sur le foulard. Et en fait, avant de commencer à t'expliquer, il sort le foulard du verre, il te dit on va isoler le temps, et donc il plie son foulard tout en t'expliquant le concept du voyage dans le temps, machin. Et une fois qu'il a fini le concept du voyage dans le temps, il t'explique qu'il va isoler sa montre, donc il a déjà enlevé sa montre avant même qu'il ait fini sa phrase, et il la met à l'intérieur. Donc en fait, il a fait déjà la moitié du travail avant que les gens réalisent qu'il va falloir observer le foulard, en fait. Et au moment où il réalise qu'il faut l'observer, c'est le moment où il lâche la montre à l'intérieur. Il a reporté le moment crucial de la montre, l'élément de la montre à plus tard. Il s'est préparé et il a intégré la montre par Exactement. la suite. Et la montre, c'est vraiment au moment où il dit qu'il va isoler la montre qu'il la lâche, et donc toute la préparation avant, elle est passée inaperçue, quoi. Et ça, pour moi, c'est un conseil qui paraît anodin, parce qu'on se dit, bah oui, il a simplement machin, mais c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que quand on fait de la magie, combien de fois on laisse un blanc énorme au moment où on est obligé de faire un truc parce qu'on s'est mal préparé ou parce qu'on n'arrive pas à faire les choses dans l'ordre, parce qu'on n'a pas assez travaillé, et où du coup on a une attention accrue sur un moment qui est vraiment très très dur à passer, tu vois. Je pense en cartomagie, et c'est là où les bons cartomanes sont bons. Quand tu dois faire un saut de coupe, je suis désolé, mais
putain, le moment où tu dois faire un saut de coupe, si tu dois parler en même temps, moi je sais que c'est un mouvement que je sais pas faire, que je maîtrise pas du tout. Pareil pour les empalmages, au moment où tu dois empalmer, il faut que tu le fasses dans un moment où il se passe milliards de trucs pour les gens, autre que de regarder ton jeu en fait, autre que de regarder ton jeu et tes mains. Et ça, il y a que parce que t'es capable de raconter une bonne histoire et que tu captives les gens et qui vont te regarder dans les yeux, que tu vas pouvoir avoir le temps d'aller empalmer, d'aller faire un saut de coupe, d'aller faire ce que tu as besoin de faire, peu importe, pour le bien de ton tour. Souvent, on est bloqué par des techniques comme ça parce que notre esprit est concentré sur ce qu'on est en train de faire et les gens le ressentent. Donc, le fait que toi-même, tu te concentres sur autre chose, sur une histoire, pendant que tu fais cette technique, ça aide déjà à captiver les spectateurs, mais aussi de retirer cette sensation que les gens instinctivement ont que tu es en train de faire autre chose, quoi. Ça t'aide toi et ça les aide eux, je pense. Je voulais juste te raconter une histoire. Un jour, j'ai vu un reportage, c'était sur l'histoire de la magie. Eugène Burger est venu, il a mis son petit tapis, une espèce de petit tapis persan mais miniature, son mini chandelier, sa mini bougie, et il a sorti le fil hindou. Et il a raconté son histoire sur la cosmologie hindoue, justement, oui. Et voilà, c'était en anglais. À l'époque, j'avais eu un peu de mal à comprendre tout. Mais j'ai vu cet homme avec peu de matériel qui, par sa présence, par son histoire, par sa voix, son attitude, m'avait complètement captivé. Et puis, à la fin, qui reconstitue ce fil, hein. Et je me suis dit, ah voilà, ça c'est de la magie. Parce qu'avec rien du tout, il m'a complètement transporté. Pour moi, c'est une des plus belles leçons de magie indirecte parce que il n'était pas là pour donner une leçon, il était là pour montrer un tour aux spectateurs, mais je l'ai pris moi comme une leçon et je me suis dit, voilà, en fait, quand tu veux faire de la magie, c'est ça quoi qu'il faut faire. Ouais, je suis d'accord. Et ça rejoint l'histoire, ça rejoint aussi la simplicité. Quand tu as un gars qui arrive avec 3-4 bouts de carton et qui arrive à te faire des miracles que peuvent réaliser des gens avec des jeux à 25 € parce qu'ils sont marqués et tout, alors qu'en fait, tu n'en as pas besoin. Quand tu vois des magiciens qui arrivent avec des jeux, je vais utiliser l'expression tout pourri, tu vois, même pas de, et qui te font des trucs. Et je dis, mais il fait pas ça avec des bicycles, quoi. Ben non, parce qu'en fait, parfois, tu n'en as pas besoin. Pour faire certaines techniques, c'est quand même beaucoup plus agréable, mais parfois, tu n'en as pas besoin. Ouais, je suis Et d'accord. l'innocence du matériel, l'innocence d'un jeu de cartes de mauvaise qualité, de bouts de carton, et conjugué avec une belle histoire, et tu voyages assez loin quand même. Ah oui, je pense que ouais, tu peux voyager assez loin, ouais, je suis d'accord. Ce qu'on a voulu mettre en lumière là, donc c'est vraiment simplicité. Vous n'avez pas besoin de toujours les derniers gadgets, même si là, en l'occurrence, le tour que tu as proposé, il y a quand même des gimmicks et tout ça, donc Oui, il y a beaucoup de choses, ouais. c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais on avait choisi ça pour illustrer l'importance de l'histoire. Réfléchissez à vos histoires, à la manière dont vous les présentez, parce que c'est une manière déjà de faire entrer les gens dans votre univers, de les captiver, d'avoir vraiment leur attention. Parce que souvent on dit fais une boule de papier qui s'enflamme, tu vas captiver l'attention. Je suis pas certain que ça soit vraiment ce qu'il y a de mieux. Tu vas les Ouais, surprendre. Est-ce que tu les captives? Est-ce que tu les entraînes dans ton univers? Je suis pas certain. ouais, je suis assez d'accord. Si je suis honnête, en magie, les gens qui m'ont le plus impressionné, ils m'ont pas impressionné avec des tututes et des poètes-poètes, quoi. Ouais. C'était des trucs basiques de chez basique. Et dans les faits, à la fin, je savais exactement comment il avait fait. Mais ce qui m'a vraiment bluffé, c'est comment il m'a amené à croire qu'il l'avait pas fait comme ça. La dernière conférence que j'ai vue avec Michael Amar, qui est repassé, il avait fait une conférence il y a quelques années, il est revenu là pour sa tournée d'adieu, alors qu'il l'avait déjà fait il y a quelques années, mais enfin bon, cette fois je me suis dit je vais pas le louper, j'y suis allé, et il m'a impressionné avec des tours hyper basiques. Et c'est ce qu'il a dit, quoi. Il a dit cherchez pas à vous compliquer, parce que souvent le plus simple, c'est le plus impressionnant pour les spectateurs. Il a fait un tour de mentalisme avec une révélation de chiffres, mais une méthode plus simple que ça, tu vois, quoi. Avant qu'on finisse, Olivier, il nous reste un dernier tour sur lequel tu voulais attirer notre attention.
tour de Dead Rebel qui utilise des jetons de poker qu'on a déjà vus dans d'autres tours de Dead Rebel, notamment le tour The Con et le tour Free William X, dont on a parlé dans ce podcast. On a parlé des deux d'ailleurs. Ouais, des deux, exactement. Et donc tu voulais nous parler là cette fois-ci d'un tour qui s'appelle Equalizer Chips. Alors c'est quoi Equalizer Chips? C'est un accessoire qui fait partie d'une routine plus importante de recurring. Je vais vous l'expliquer très brièvement. Vous avez un jeu de cartes avec des personnages qui sont un peu bizarres. C'est les Kratos du début du siècle, pas le dernier mais celui d'avant. Je sais pas comment qualifier parce qu'on les a jamais vus chez nous, donc j'imagine que c'est soit américain, soit anglais. Et donc, vous présentez ces personnages étranges et vous demandez à votre spectateur, bon, il dit, voilà, tiens, t'as vu, il y a celui-là, puis il y a celui-là, il était très drôle. Bon, eux, ils se comprennent, nous, on comprend rien, mais bon. Et il dit, bon, maintenant, je vais te faire choisir une carte. Ok. Le spectateur choisit une carte. Ensuite, il y a 3 enveloppes qui sont disposées. Une enveloppe est choisie par le second spectateur. Et ensuite, la phase finale, c'est un match, on peut parler de match, qui a lieu avec des jetons, ces fameux jetons. On ne sait pas si ce sont des jetons de casino, ils ont des décors un peu floraux. Et les jetons sont un bleu et un rouge, qui sont contenus dans une petite pochette en cuir. On les présente au spectateur, il peut les examiner, et on lui dit, bah maintenant c'est simple, je vais sortir un jeton, tu dois deviner la couleur que je vais sortir. On remet les jetons dans la petite pochette, on secoue la pochette. Alors, je fais le bruit de la pochette qu'on secoue. Voilà, comme ça. On n'a pas l'image, mais on a le son. Tu dis, voilà, je commence à sortir un jeton. À ton avis, c'est le rouge, c'est le bleu. Ah, c'est le rouge. Ah, perdu, c'est le bleu. Donc, le spectateur perd les 2 premiers coups, mais la chance tourne et finalement, le spectateur gagne les 3 dernières manches et c'est lui qui remporte la partie. À la fin, le magicien lit une prédiction qui a été écrite des dizaines d'années, voire peut-être même une centaine d'années auparavant. Dans cette prédiction, la voyante, la médium, je ne sais plus comment elle est qualifiée, explique que la spectatrice choisira telle carte. On regarde effectivement qu'elle choisira telle enveloppe, c'est le cas, et qu'elle gagnera le match proposé en perdant les 2 premières manches et en gagnant les 3 suivantes. Donc cette routine, Dead Rebel l'a pas commercialisée chez nous. Je m'explique pas, mais bon. Et en plus, elle est relativement chère. Hein, je crois qu'elle est dans les 80 livres. Donc, c'est pas très grave. Mais par contre, ils ont eu la bonne idée de commercialiser à part la dernière phase de la routine, c'est-à-dire les jetons que vous recevez. Vous recevez une pochette et cette pochette, elle n'est pas là que pour le décor parce qu'elle a une vraie utilité. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites tomber les jetons sur la table, ça va vous permettre de retenir quelque chose. L'arme secrète qui va vous permettre de réaliser et de faire gagner comme vous le voulez. Hein, vous choisirez l'ordre. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la routine dont on a parlé, c'est-à-dire le match en 5 manches. Vous pourrez développer votre propre routine parce que finalement, c'est un trucage que l'on connaît à travers les pièces. Vincent, lui, il dit Sun and Moon pour pas employer le mot qui est peut-être plus évocateur, donc on va rester sur Sun and Moon. Oh bah c'est l'appellation quand même magique pour les pièceomanes, en tout cas, c'est une appellation qui parle. Moi, j'en avais une autre qui était beaucoup plus évocatrice, mais on va pas. Ah oui, on en a une qui est bien meilleure, mais qui du coup révèle un peu plus de choses. Classiquement, la révélation se fait en main. Vous tenez votre jeton rouge ou bleu et vous ouvrez la main. Mais répéter 5 fois cette opération, ça peut être un peu lassant. Et même peut-être que ça pourrait éveiller de la curiosité. Le présentateur nous propose différentes façons de révéler le jeton et notamment grâce à la pochette. Le rabat de la pochette vous permet de non seulement cacher le jeton, mais ensuite, en retournant la pochette, de révéler ce jeton. Et ça permet d'avoir une alternance dans les révélations pour pas faire toujours la même chose. La pochette, je l'ai indiqué, est importante parce que elle comporte un trucage qui vous permet de retenir un élément.
Et comme je le disais, évidemment, vous n'êtes pas obligé de rester sur cette idée de pari, mais vous pouvez tout simplement faire des voyages de jetons. J'ai 2 Oui, jetons, je retire le rouge, qu'est-ce que j'ai en main? Le bleu. Ah bah non, j'ai le rouge. Ou alors, peut-être une autre présentation, je mets mes 2 jetons dans une boîte, j'extrais le rouge. À la fin de la routine, qu'est-ce qu'on avait mis dans la boîte? Le rouge, ah non, c'est le bleu. Enfin, des voyages, des transpositions. Il y a tout un tas de choses à faire. Alors, je vais être honnête avec vous. Si vous n'avez pas les autres jetons dont on a parlé, alors le Free William X, les jetons possèdent des dos identiques qui te permettent de cacher les faces. oui. Mais dans The Con, Ouais, il y a les mêmes faces de chaque côté. Ouais. voilà, ils vont avoir tendance mieux s'intégrer avec les jetons de The Con. Il vous aura pas échappé, le fonctionnement est très, très clair, donc a priori, je ne l'aurais pas acheté. Mais de pouvoir combiner avec les autres jetons, parce qu'on va pas se mentir, c'est vraiment l'aspect, esthétique de ces jetons qui me plaît et qui m'avait plu dans The Con aussi. Hmm. Je me suis dit: «Ça m'ouvre des perspectives de pouvoir faire des combinaisons et d'apporter des éléments de transformation». Donc voilà la raison pour laquelle j'ai pris ce tour que vous pouvez trouver, dans les boutiques les moins chères pour, 46 €. Et quand tu vois la qualité des jetons, plus la qualité de la pochette, le cuir, c'est du vrai cuir, hein, on s'est pas Oui. moqué de nous, et l'utilisation, de la pochette et son trucage, qui reste basique, mais qui permet de donner le sentiment qu'il y a rien d'autre à cacher. Bah, je pense que 46 €, c'est pas volé. J'insiste sur le fait que si vous n'avez pas les autres jetons, si c'est pas quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, bah, ne l'achetez pas, quoi. C'est vraiment si vous voulez être dans cet univers et avec, ces objets qui, pour moi, font tout le charme du produit. Encore une fois, hein, on va peut-être se répéter par rapport au sujet d'avant, mais il faut réfléchir à dans quel contexte on va le faire, pourquoi on va le faire, comment on va amener ces jetons. On en a parlé un peu avant l'émission, mais ce ne sont pas des outils, on va dire, habituels. Donc Non. il faut avoir quelque chose à raconter, il faut pouvoir les introduire, il faut qu'il y ait une raison d'introduire ça. C'est pas des pièces de monnaie classiques, c'est pas des jetons de casino classiques, donc ça ne veut pas dire qu'on peut pas trouver une histoire. Pensez à ça. Comment je me l'approprie, est-ce que je la maîtrise? Ça peut vouloir dire aussi se documenter. Ça peut Mmh. vouloir dire aussi aller lire des livres, aller voir ce que font les autres, quelles sont les prémices des autres. Et c'est là où c'est intéressant, notamment. Alors, je t'ai pas posé la question, mais du coup, je suppose qu'il y a une vidéo d'explication avec le tour. La vidéo, c'est exactement celle de Recurring, sauf qu'ils ont extrait que la dernière partie. D'accord. Il me semble que c'est la même chose pour la démonstration live. On a occulté toute la partie Recurring, donc les 2 Ok. premières, 2 premiers choix, les enveloppes et les cartes, et c'est la même chose pour les explications. On s'attarde que sur cette partie, l'utilisation des jetons. Mais bon, ça tombe sous le sens. La révélation en main, elle tombe sous le sens. C'est plutôt, la façon de produire le jeton à l'aide de la pochette qui donne des éléments, supplémentaires que tu n'as pas, surtout si tu dois faire 5 fois la révélation, quoi. Selon toi, est-ce qu'il y a un élément qu'il faut avoir en tête qui permettrait pas de l'utiliser correctement, ou est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles c'est pas utilisable? Enfin, c'est quoi peut-être les contraintes ou les difficultés à utiliser Equalizer Chips? Bon, alors évidemment, la première difficulté, celle la plus évidente, mais comme souvent en magie, c'est pas quelque chose que tu vas faire entourer. Donc il faut Mm. que tu aies les spectateurs en face de toi. Mis à part ça, il y a rien de difficile. On est d'accord qu'il n'y a pas de manipulation particulière au sens de manipulation complexe, un empalmage, un change, un truc comme ça. Après, c'est toujours possible d'utiliser, des techniques plus compliquées, mais c'est fait pour, être, extrêmement basique. Si vous voulez ajouter de la complexité parce que ça vous permet de réaliser un effet, différent, pourquoi pas? Mais dans l'absolu, Il y en a pas besoin. non. Ouais. Ouais, tout à fait. Ok.
Mais encore une fois, vraiment, j'insiste, je l'ai pas acheté pour la routine, mais c'est vraiment l'objet, parce que j'ai les autres jetons et ils sont beaux et j'ai envie de raconter une histoire avec ça. Et parce que ça va me permettre de faire des choses que je pouvais peut-être pas faire avec les autres jetons, notamment des voyages, et pour les combiner avec les autres jetons et augmenter mes possibilités dans les choix que j'offrirai à mes spectateurs. Au lieu, dans The Con, tu as 4 jetons plus une prédiction. Donc là, ça veut dire que potentiellement, j'en ai 6, plus une prédiction, et plus une spéciale qui va pouvoir me permettre peut-être de faire des changes. Voilà, Ok. c'est plutôt l'aspect combinaison qui m'intéresse dans ce produit. Ouais. Ah, c'est une extension, entre guillemets, presque de The Con, quoi. J'ai pas encore trouvé une idée qui fasse que je puisse combiner vraiment les deux, mais le jour où j'en aurai besoin, je sais que je l'ai. Et des fois, il y a des cas comme ça, et c'est vrai que c'est quelque chose dont on pourra parler dans un prochain podcast. C'est des choses qu'on a beaucoup aimées, qu'on n'a pas utilisées, et qui un jour trouvent une utilité, trouvent une place dans ce qu'on est en train de faire. Et je sais qu'il y a des choses très précises que j'ai en tête, que j'ai achetées, que j'ai mis dans un tiroir, mais pas n'importe où, pas le tiroir à bordel de trucs nuls qu'on va jamais ressortir. Attention. Ça, j'en ai aussi, on en a tous, un tiroir à bordel de trucs qu'on va jamais avec les tours de Craig Petit. Notamment, et ceux de Julio Montero. Les deux vont bien ensemble. On a vu, ils sont dans la poubelle. Mais des trucs où je sais ce que je veux faire, c'est juste que j'ai pas encore trouvé la bonne idée. J'ai pas encore trouvé comment l'intégrer bien. Et des fois, au détour de une discussion, et parfois quand on discute ensemble, voilà, ça me fait popper des idées, ou parce que j'ai un objectif à réaliser, parce que j'ai un spectacle, parce que j'ai une occasion particulière. Pouf, je me dis oui, c'est là que je vais ressortir ça. Et récemment, j'ai eu plein de cas comme ça là, et je pense qu'il faudra qu'on en parle de ça. Il y a un épisode à faire. C'est un bon sujet parce que moi aussi c'est pareil. Il y a des objets que j'achète et je dis j'en ai pas besoin dans l'immédiat, mais je sais qu'à un moment je vais en avoir besoin. Et notamment ça parce que c'est des petites productions. Je pense qu'une fois que ça sera écoulé, ils vont pas forcément en faire des nouvelles. Donc il y aura pas de réédition de ça. Maintenant, ça vous l'aurez plus, quoi. Ouais. Et ben moi, je dis c'est une bonne fin pour cet épisode. Je propose que les auditeurs nous mettent en commentaire sur Facebook, sur YouTube, quels sont les tours qu'ils ont comme ça dans leur tiroir et qu'ils gardent pour un jour quand ils auront la bonne idée. Ils nous laissent ça en commentaire, et comme ça on pourra peut-être faire un épisode avec tous ces tours, et peut-être nos tours à nous sur c'est quoi les tours que vous avez mis dans un tiroir dans l'optique de les utiliser pour un truc bien précis mais que vous n'avez pas encore trouvé. En tout cas, on vous remercie. On vous remercie tous de nous avoir écoutés encore une fois jusqu'au bout. On sait que vous êtes nombreux à nous écouter, mais vous êtes surtout nombreux à nous écouter jusqu'au bout. Parfois, les podcasts, il y a les 2 premières minutes et puis après, il n'y a plus rien. On sait que vous restez jusqu'à la fin. Et ça, on vous en remercie. Vous nous laissez de plus en plus de commentaires aussi sur les réseaux sociaux, et ça nous fait toujours plaisir. Ça nous fait du bien à notre petit cœur de magicien fragile. Donc vraiment, laissez-nous des commentaires. À chaque fois, avec Olivier, on s'envoie des messages sur WhatsApp de « Ah, t'as vu le commentaire, il était trop bien ». Donc on vous lit toujours, et merci pour ça. Pensez à partager le podcast avec vos amis magiciens. Ça nous permet d'avoir chaque mois un peu plus d'auditeurs, et surtout, restez attentifs parce qu'on arrive avec de nouveaux épisodes. Merci encore Olivier d'avoir passé ce temps pour les auditeurs du podcast. Merci à toi, parce que comme toujours, on prend beaucoup de plaisir à discuter ensemble et puis à imaginer nos auditeurs. J'espère qu'ils prennent du plaisir autant que nous on en prend. Et puis écoute, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.